Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints dans Longue Vue, une émission portée par l'UNEDIC et qui explore le futur du marché du travail et de l'emploi. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux leviers et freins à l'emploi à l'occasion de la publication récente du 7e volet du baromètre de la perception du chômage et de l'emploi, réalisé par l'UNEDIC en partenariat avec le cabinet ELAB. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Laurence Bedeau, directrice associée du cabinet ELAB, et Joanne Bernardini-Perinciolo, directeur délégué de l'accompagnement des demandeurs d'emploi à France Travail. Donc bonjour à tous les deux, je le disais en introduction, l'UNEDIC vient de publier le 7e volet de ce baromètre de la perception de l'emploi et du chômage, avec une partie thématique qui explore les leviers et les freins. Laurence, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous vouliez explorer avec cette enquête? Qu'est-ce que l'UNEDIC cherchait à éclairer en interrogeant les Français depuis 2020? Chaque année, depuis 2020, on fait le même constat. La plupart des Français, qu'ils soient en emploi ou non, font à peu près la même déclaration qui est « le chômage, ça peut arriver à tout le monde ». Mais en même temps, on a près de 6 Français sur 10 qui ont tendance à considérer que les chômeurs ne font pas assez de concessions pour reprendre un emploi. Pourtant, accéder à l'emploi, je crois que ce n'est pas uniquement une question d'adéquation entre une compétence cherchée et une compétence disponible. Accéder à l'emploi, c'est aussi pouvoir y aller. C'est pouvoir faire garder ses enfants, a fortiori quand on est mère isolée. Mais c'est aussi avoir un logement suffisamment stable, ou c'est encore avoir les compétences, parfois sur des sujets absolument basiques, comme le fait de parler correctement le français. Tous ces sujets, ce sont des sujets qui longtemps ont été totalement invisibilisés parce qu'ils font partie de la sphère familiale, sociale, et étaient considérés sans lien avec l'emploi. Aujourd'hui, on parle de ces freins périphériques qui sont en fait des critères d'employabilité absolument essentiels. Je crois qu'il y a 45 ans, c'est Margaret Thatcher qui disait il n'y a pas quelque chose comme la société n'existe pas. En fait, ce baromètre, il dit bah si, la société, elle existe. Et donc, en fait, c'est ça que vous dites, c'est que ce n'est pas uniquement une question de volonté, donc vous essayez de cartographier tout ce qui fait sens, c'est ça? Exactement. Ce n'est pas l'équation un peu simple de offre, demande sur l'unique sujet des compétences. Joanne, vous, donc, vous êtes directeur délégué à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et vous pilotez ce programme consacré à la levée des freins périphériques. Comme on est en début d'émission, je voudrais faire un peu de pédagogie. Quand on parle de freins périphériques, on parle de tous les freins non professionnels qui empêchent le retour à l'emploi. Le transport, le logement, la garde d'enfants. France Travail, anciennement Pôle emploi, l'opérateur qui accompagne les demandeurs d'emploi, a mis en place depuis plusieurs années un programme dédié à la levée de ces freins. Et c'est Joanne Bernardini-Perinciolo qui s'en occupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces freins périphériques? Qu'est-ce que c'est que ce programme et quel est l'objectif de ce programme, tout simplement? Alors effectivement, ça a été dit, hein, finalement les contraintes personnelles, comme on peut les appeler, sont quelque chose d'assez massif, dans la société, mais aussi, chez les demandeurs d'emploi. Et avec la loi pour le plein emploi et le passage de Pôle emploi à France Travail, on s'est dit: «Bah, on ne peut plus ignorer ce sujet-là». Les contraintes personnelles représentent environ 40 des sujets chez les demandeurs d'emploi. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut mettre en visibilité ce sujet. Et pour le mettre en visibilité, nous avons créé un programme qui ne s'appelle pas «Lever les freins périphériques», mais «Relever les défis périphériques». Pourquoi? Tout simplement pour se dire que les contraintes personnelles, familiales, parfois matérielles, doivent être, dépassées pour ne pas devenir des freins et donc relever les défis périphériques. Donc, je crois vous avez cartographié 8 freins, 8 types de freins qui existent. Est-ce que vous pouvez nous faire savoir un peu ce que c'est? C'est une cartographie qui a été faite, conjointement avec les acteurs du Conseil national pour l'emploi, donc la mobilité, la santé, les contraintes familiales avec la garde d'enfants, la situation d'aidance, la santé, les savoirs de base, que sont, la maîtrise, de la langue, la numératie, la maîtrise du numérique, qui est aussi un gros sujet, chez les demandeurs d'emploi et plus globalement, dans la société et bien sûr le logement. Est-ce qu'on peut considérer que tous ces freins sont objectifs ou subjectifs parce qu'on peut se sentir en situation de numératie ou au contraire l'être réellement? Donc, question un peu pour vous deux, comment est-ce qu'on arrive à sonder ça et être sûr que le baromètre reflète la réalité? Absolument, je pense que le baromètre va montrer aussi des écarts entre ceux qui le vivent peut-être et ceux qui ont réussi à le dépasser en étant actifs en emploi. Et justement, tout le sujet, c'est de se dire que les situations familiales, elles arrivent pour beaucoup de monde. Comment on arrive à les dépasser
parfois, ce n'est pas le cas, hein, une situation de santé lourde, on ne peut pas forcément la dépasser tout de suite, mais comment, finalement, voilà, soit on contourne le frein, soit on le règle pour finalement se dire un apport matériel, financier, etc., va pouvoir finalement donner plus de chances à la personne d'accéder à l'emploi, puisque l'objectif finalement que l'on a, c'est de donner la même chance à tout le monde de trouver un emploi, et donc que nous ayons ou non une contrainte personnelle, finalement qu'on puisse avoir les mêmes taux d'accès ou de retour à l'emploi. Laurence, question de méthodologie chez Elab, comment est-ce que vous faites vis-à-vis de ces freins? Parce qu'on sait très bien, par exemple, avec des situations aussi variées que le handicap, tout le monde n'a pas envie de se revendiquer comme étant porteur d'un handicap. On a fait une autre émission chez Longue Vue avec votre collègue Adrien Smith sur la question des aidants. Bah, on sait que les gens n'ont pas envie de se reconnaître comme aidants, c'est ce que montrait très bien l'émission. Donc là, sur les freins, peut-être aussi qu'il y a de l'autocensure. Donc est-ce que c'est du déclaratif? Est-ce que c'est anonymisé? Comment vous fonctionnez? C'est évidemment totalement anonyme. Ça, c'est la base en termes de respect des répondants. Ensuite, il y a évidemment des choses que l'on peut confirmer ou vérifier par des contrôles de cohérence ou a posteriori. C'est le cas par exemple sur la mobilité. Vous savez, par le code postal du répondant, sans avoir recours à aucune vérification en termes d'identité propre de l'individu qui vous répond, mais vous savez simplement par son code postal, effectivement, dans quel type d'agglomération il réside. Et ça vous permet de vérifier la question de l'accès au transport de façon très simple, très basique. Donc sur ce type de sujet, on peut effectivement faire des recoupements et vérifier, au-delà de la déclaration qui est quand même très souvent sincère, l'impact que cela peut avoir, notamment sur les écarts sur des sujets comme ça très concrets. En revanche, sur les questions de santé, il est bien entendu qu'on ne fait aucune vérification et que c'est du déclaratif. Mais il y a une approche cette année qui était très intéressante, je trouve, dans le baromètre, c'est aussi cette partie qualitative et cette volonté d'écouter, au-delà de la réponse factuelle, à un certain nombre d'items, ce que chacun avait à nous dire. On a recueilli des récits de vie, des parcours de recherche d'emploi, et on voit à quel point sur le sujet de la santé, on est effectivement face à une diversité de situations. Ça peut être sur certains cas des handicaps très lourds et pour d'autres, des sujets beaucoup plus ponctuels. Et ils sont racontés en toute sincérité. Mais évidemment, la vérification s'arrête là et c'est plus une question de compréhension que de vérification. La part du subjectif, évidemment, est importante. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure quelques verbatims des répondants. Vous verrez que c'est évidemment riche de sens. Juste, Joanne, pour conclure sur les objectifs, donc vous avez rappelé qu'effectivement, ça a été au moment de la transformation de Pôle emploi en France Travail que vous avez décidé de soulever ce sujet. Vous vous donnez combien de temps et comment est-ce que vous allez mesurer un peu les succès de ce programme? On se donne le temps qu'il faut, donc on espère le plus court possible, évidemment. Maintenant, on sait que c'est un gros chantier qui est devant nous. Le premier point, c'était d'abord de reconnaître la situation. Ensuite, c'est de s'outiller pour d'abord identifier les contraintes personnelles. Alors, ça peut passer par du recueil de données, avoir des choses assez objectivées. Ça passe aussi par la déclaration. Dès l'inscription à France Travail, les personnes ont l'occasion de déclarer des contraintes personnelles perçues. Mais c'est aussi, au-delà de l'identification, c'est la qualification. Le sujet qu'on a, c'est d'outiller les professionnels du réseau pour l'emploi pour se dire, j'identifie une situation, je dois en mesurer l'impact sur l'accès ou le retour à l'emploi. Ça, on sait que c'est difficile. On a évoqué 8 freins, 8 contraintes personnelles. Il y a aussi plein d'autres situations à observer. On sait que les professionnels de l'emploi ne sont pas toujours à l'aise avec certains sujets. La santé est un sujet très particulier qui ne relève pas de la sphère emploi. Des situations beaucoup plus personnelles quand on parle justement de personnes qui ont tendance à minimiser leur situation. Et donc, l'idée, c'est de progresser sur la posture et l'outillage pour faire que la qualification soit juste. Et ensuite, c'est d'apporter la solution la plus adaptée à la personne. Et donc là, sur tous ces cas, notre objectif, c'est identifier 100% des situations, petite ambition. Deuxième, c'est pour toutes ces situations identifiées, c'est d'en qualifier l'impact sur l'accès à l'emploi. Là aussi, petite ambition, 100%. Hein. Et ensuite, de trouver une solution adaptée pour chacun, qui peut être plus ou moins en autonomie, plus ou moins avancée, en fonction finalement du degré d'impact sur la situation de la personne et aussi de perception de cette personne sur sa difficulté et sur sa capacité à la résoudre seule ou de manière accompagnée.
Bon courage pour ce double 100%. On viendra évidemment tout à l'heure aux déterminants de santé, mais on va commencer par le commencement. Laurence, le premier enseignement de ce baromètre, et c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin en termes de lucidité, c'est qu'il y a quand même une majorité des Français qui reconnaissent que tout le monde n'est pas égaux devant la recherche et le fait de retrouver un emploi. C'est 66% des Français en général, mais c'est 76% des demandeurs d'emploi. On reviendra tout à l'heure sur les distinctions entre les uns et les autres, mais un qualificatif sur ce premier enseignement massif. Bah, je crois qu'il est révélateur justement de la perception et compréhension, au-delà de l'expérience, du poids de ces freins périphériques. Il y a effectivement aujourd'hui cette conviction que l'on soit en emploi ou non, et y compris parmi les inactifs, que tout le monde n'a pas les mêmes chances de trouver un emploi et a fortiori de retourner vers l'emploi quand on s'en est éloigné. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé et je rebondis sur notre sujet tout à l'heure de cette dimension déclarative et un peu subjective du frein, tel qu'il est ressenti. Mais ce chiffre de 2/3, il grimpe à plus de 70% parmi les familles monoparentales. Hommes ou femmes qui effectivement élèvent seuls un enfant Très et qui majoritairement des femmes. vivent à plus de 80% et qui vivent très majoritairement cette difficulté que représente l'éducation solitaire d'un enfant, notamment sur des questions très pratiques qui sont celles des solutions de garde et de l'accès aux solutions de garde. Je pense qu'on y reviendra. Justement, en termes de subjectivité, vous avez demandé à la fois à des actifs et des demandeurs d'emploi si les situations présentées pouvaient constituer ou non des freins à l'emploi. Et donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Est-ce que tout le monde identifie majoritairement les mêmes situations comme des freins? Ouais, le diagnostic, il est vraiment très commun. Quelques écarts d'intensité, mais on reviendra sur cette question des écarts. D'abord, les situations. On en a testé 22 qui correspondent aux 8 sujets que vous avez mentionnés à l'instant. 22 situations qui couvrent donc les champs de la situation familiale, de la santé, des compétences, de la situation économique du répondant, de la mobilité, et c'est un sujet majeur, on va y revenir, et de ce que j'appelle peut-être de façon un peu abusive, de l'identité, l'âge, le genre ou l'origine. Sur ces 22 situations, que l'on soit en emploi ou non, on s'accorde systématiquement sur 20 d'entre elles pour reconnaître qu'elles sont un frein à l'emploi. Il y a de la lucidité. Et un diagnostic très largement partagé. 4 de ces situations sont même identifiées, cette fois-ci par les demandeurs d'emploi, comme quasiment des portes fermées. C'est-à-dire c'est des obstacles qui sont presque impossibles à franchir pour retourner vers l'emploi. Ces 4 situations, c'est le fait d'avoir des enfants sans possibilité de garde. Et là, on ne parle même pas de famille monoparentale. On peut parfaitement être en couple, mais sans situation de garde, que ce soit un accès qui est empêché par la question financière ou de disponibilité d'une offre de garde là où l'on vit, c'est considéré comme un frein quasi insurmontable par tout le monde, qu'on soit concerné ou non. La deuxième situation, c'est la question de la santé, notamment sur la maladie chronique ou l'affection de longue durée. Là, on a le sentiment que c'est quasi infranchissable. Il y a ensuite la question d'être senior. Alors, on est senior dans le monde du travail à partir de 50 ans, et quel que soit l'âge du répondant, j'insiste sur cet aspect, on a aujourd'hui cette presque certitude que c'est une porte qui commence à se refermer, et quand on est sorti de l'emploi, qui empêche beaucoup que de la réouvrir. Et puis, il y a la quatrième situation, ce sont des difficultés de mobilité. Difficultés de mobilité qui sont multiples, mais qui vont presque systématiquement freiner ce retour à l'emploi. Johan, vu que vous êtes en charge de ces problématiques chez France Travail, de la question des freins, est-ce que vous avez identifié les mêmes que ce qu'a vu Laurence? Et surtout sur la question de la mobilité, est-ce que vous pouvez éclaircir un hiatus? Il y a un discours dominant visant à stigmatiser les demandeurs d'emploi en disant ils ne sont pas assez mobiles, en disant ils habitent à Brest et ils refusent un travail à Nice. Est-ce que c'est de ça dont on parle ou est-ce que c'est pas du tout de ça? Alors c'est vrai qu'il y a 2 manières de voir la mobilité, hein. Il y a la mobilité dite géographique et finalement d'accepter de pouvoir, changer de lieu de vie pour accéder à un emploi. Donc c'est une chose, et puis il y a la mobilité du quotidien aussi. De se dire, pour aller, exercer un emploi et même pour aller en chercher un parfois, il faut un moyen de locomotion. Et on sait que tout le monde n'a pas
accès à un véhicule personnel, n'a pas même le permis de conduire ou un vélo, etc. Et n'a pas aussi les transports en commun. Tous les territoires, malheureusement, ne sont pas équipés pour pouvoir se transporter, comme on peut l'être dans certaines villes tout à fait équipées. Donc il y a ces deux volets-là, qui sont tous les deux très importants. La mobilité du quotidien, c'est le point principal qui est relevé par nos demandeurs d'emploi. Donc, à peu près 30% des demandeurs d'emploi relèvent que c'est leur sujet. Une absence de véhicules personnels ou de moyens de locomotion et transport public. Quant à la mobilité géographique, elle est plus sensible, puisqu'elle se lie à d'autres situations familiales. Il n'est pas aisé, quand on a une famille, de se délocaliser, d'aller à 500 km, tout simplement pour occuper un emploi, avec tout ce que ça implique aussi en termes de logement. C'est pas si simple de pouvoir accéder à un logement quand on n'a pas d'emploi, et donc de déménager, de pouvoir apporter les deniers aussi nécessaires pour pouvoir avoir accès. C'est aussi quitter sa famille, parfois connaître des difficultés de mode de garde. Et du coup, un changement d'aire géographique, je dirais, c'est pas de la simple commodité. C'est finalement tout un tas de freins qui s'ouvrent à nous. Et donc, d'une situation où tout simplement il y a un manque d'emploi sur un bassin, mais on n'a pas tous les autres problèmes, aller dans un autre territoire, ça nous ouvre à ça, sachant qu'évidemment, quand on est en situation de rupture à l'emploi, il y a le sujet de la précarisation financière qui fait que tout devient plus difficile. Dans les autres freins identifiés par Laurence, je sens que j'en oublie un, mais il y avait la seniorité et le fait de ne pas avoir de mode de garde pour ses enfants. Il me manquera le quatrième, je vous laisserai compléter. Mais est-ce que vous aussi, c'est des choses qui reviennent chez les demandeurs d'emploi de France Travail? Oui, bien sûr, c'est des choses que l'on retrouve chez les demandeurs d'emploi. Donc, effectivement, on sait qu'à partir de 50 ans, voilà, on a un sujet et un gap à franchir, bien sûr. Pour la garde d'enfants, on sait que c'est une situation très difficile. Maintenant, en termes de poids, ce n'est pas les freins qui reviennent le plus chez les demandeurs d'emploi. En revanche, on comprend bien que ce sont ceux qui sont estimés comme étant les moins dépassables. Et j'ajouterais peut-être, mais ça n'a pas été évoqué, la situation de l'aidance, où en fait on voit que c'est une situation finalement qui est de s'occuper d'un proche et qui fait que, donne un simple exemple, hein, on sait que dans la population française, on est autour des 15% de personnes qui sont en situation d'aidance. Nous, dans nos chiffres, on a 0,3% de nos demandeurs d'emploi qui sont identifiés en situation d'aidance seulement. Alors, on a mené des enquêtes, on voit bien qu'en réalité, on s'approche très largement des chiffres nationaux, il n'y a pas de raison. Simplement, dans ce qui est déclaré en termes de perception de son frein, mais aussi voilà, de ce qu'on peut en dire à notre conseillère France Travail, on a un écart parfois. Et donc, finalement, ce frein qui est bien existant et qui limite absolument la formation, l'emploi ou tout simplement une recherche d'emploi active, France Travail ne la connaît pas. C'est là où on a cet enjeu d'identification et de qualification par ailleurs. Je me tourne vers la mailloticienne de l'opinion. 0,3 contre 15, je n'ai pas fait maths spé, mais ça doit faire un écart de 1 à 50 en termes de représentation. Donc évidemment, on imagine qu'il y a de l'autocensure, du déni. Si je dis que je suis aidant, mon conseiller France Travail va pas m'aider, mais 1 à 50, c'est colossal quand même. Alors, je ne détiens pas la vérité sur cet écart parce que par définition, il est de l'ordre de l'intime, en fait, cette non-déclaration. Mais moi, ce qui m'a frappé dans l'étude transition qu'on a fait sur le sujet justement de l'aidance, c'est à quel point pour une part de nos concitoyens qui sont dans cette situation, la situation d'aidance n'est même pas encore consciente, pensée en tant que telle. On ne se vit pas aidant, donc pourquoi se déclarer aidant? Ça commence par des coups de main, rendre service, souvent à quelqu'un dont on est très proche par ailleurs, un parent. Donc on ne bascule pas de fille, fils, neveu, nièce ou ami très proche à aidant d'un parent comme ça du jour au lendemain. Et je pense que cette part d'impensé de la situation pèse extrêmement lourd dans l'écart qu'on constate ici. On n'a pas conscientisé que le fait de devoir partir de 14 à 17 deux fois par semaine... Ouais. Une situation d'aidance qui devient un statut connu, reconnu, qui ouvre aussi des possibilités d'accompagnement, d'écoute pour faciliter cette situation qui parfois pèse
pèse lourd. Mais c'est une situation très atypique par rapport aux autres. Quand on est famille monoparentale, on n'est pas face à cette complexité dans la façon de se penser dans cette situation. Alors, si on parle autant des freins, c'est parce qu'ils ont des conséquences très lourdes. Il y a 7 demandeurs d'emploi sur 10 qui ont dû renoncer à un emploi à cause d'un de ces freins identifiés. J'en viens au verbatim que vous évoquiez dans l'enquête. Je vous en lis un ou deux, je vous les donne, mais comme ça, au moins, nos téléspectateurs et téléspectatrices le suivent. Impossible de devoir postuler puisque l'employeur demande une tenue adéquate et donc non fournie et que ça coûte de l'argent. Donc, c'est ce que vous évoquiez sur la situation économique. Ou j'ai subi tout récemment un refus lié à mon apparence. Je portais un turban, les recruteurs souhaitent me prendre, mon profil correspond complètement. Seulement, si j'enlevais mon turban et je n'ai pas eu la force de renoncer à mon apparence. Laurent, c'est ce que vous évoquiez sur les questions identitaires. Est-ce que vous vous attendiez à un tel chiffre? En fait, le fond puisqu'au début de cette émission, on se disait il faut surpasser les freins, donc le défi des freins à relever. Au final, il y a 7 Français sur 10 qui n'y arrivent pas. Une surprise, une mauvaise surprise par l'ampleur, oui. Mais une surprise quand on dézoome un peu, finalement, non. Pourquoi? Parce que les freins dont on parle, ils sont d'ordre financier, familiaux. Et quand on ne s'intéresse pas qu'à cette population de demandeurs d'emploi, on sait en France qu'on a à peu près 4 personnes sur 10 qui a du mal à boucler ses fins de mois. Et depuis le pic inflationniste de 2022, on est toujours sur ce seuil. On sait aussi que 40% des Français vivent à un endroit qu'ils estiment mal desservi en transport en commun, qu'il y a 3 millions de familles monoparentales et qu'on a également 20% des Français qui sont atteints d'une affection de longue durée. Alors, tous ces chiffres, pourquoi faire? Pour se dire que ces éléments dont on a compris qu'ils étaient des freins objectifs au retour à l'emploi, et qui sont même parfois une cause de perte d'emploi, ils auto-alimentent un cercle vicieux. Et ils se trouvent surreprésentés, ces situations, parmi les demandeurs d'emploi. Des demandeurs d'emploi qui sont souvent en situation financière un petit peu plus difficile que cette moyenne qu'on regarde toujours, et qui vont avoir plus de difficultés à reprendre l'emploi précisément à cause de ces situations. On tourne en rond. C'est précisément l'objet du programme que de sortir de ce cercle vicieux. Mais donc que les conséquences soient massives en termes statistiques parmi cette population, malheureusement, est une forme de logique. Moi, je voudrais revenir sur un point, c'est que on a ce sujet de mobilité, et on l'a abordé déjà à plusieurs reprises, mais en fait, on est sur des facteurs qui se cumulent et qui s'alimentent les uns les autres. Donc 40% qui vivent dans des endroits où c'est pas toujours facile d'aller d'un point A à un point B directement, en ligne droite, qui peuvent avoir besoin d'une voiture, mais qui, quand on est à l'euro près, par définition, vont avoir du mal à le financer, a fortiori s'ils n'ont pas passé le permis quand ils pouvaient le faire. On se retrouve dans cette situation où la difficulté financière ne permet pas d'accéder à cette mobilité qui a un coût, et la mobilité est un frein direct pour accéder au site d'un employeur. Ça produit un effet très simple, qui est parfois de ne même pas postuler à une offre de job qui correspond parfaitement à ce que vous avez envie de faire et à ce que vous savez de faire, mais également des gens qui ne vont pas pouvoir se rendre à l'entretien. Ils sont convoqués, ça match, ils n'y vont pas. Je voulais juste à ce propos, les verbatim, encore une fois, c'est votre étude, mais ils sont sur la mobilité. Je ne trouve pas de travail parce que j'ai pas de permis de conduire, donc ça, c'est on ne peut plus simple. Ou j'habitais en campagne profonde et ma famille travaillait. Aussi, je n'avais aucun transport ni bus pour y aller. Enfin voilà, c'est cette question des fractures territoriales. On parle de plus en plus la problématique qui monte des déserts médicaux, mais en réalité, il y a quand même des déserts d'activité. Et donc, vous vous retrouvez dans un endroit qui est vraiment enclavé. Et donc ça produit un cercle vicieux. Et dès lors, il n'y a pas vraiment de solution Et magique, quoi. c'est comme ça que 4 demandeurs d'emploi sur 10 ont déjà renoncé à un poste en raison de difficultés de mobilité. C'est le premier frein en termes d'expérience vécue par les demandeurs d'emploi. Encore une fois, cette question de la mobilité, elle embrasse assez largement. C'est la question de la voiture, c'est la question des transports en commun, c'est la question du lieu de vie, avec les fractures effectivement que l'on connaît en termes de desserte, et d'individus qui ne peuvent tout simplement pas considérer un poste qui existe, qui correspond à leurs possibilités. Le deuxième sujet, c'est la situation économique. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'en fait, à travers la mobilité, on en a déjà Une parlé. illustration. Oui. On retrouve ensuite des discriminations auxquelles on pense
je dirais plus spontanément, c'est celles qui sont liées parfois encore au genre, à l'origine, et on en parle plus à l'âge, donc avoir plus de 50 ans, qui est un frein qui semble peser encore plus lourd que le fait d'être jeune, et en proportion c'est logique puisque notre pyramide des âges présente plus d'actifs de plus de 50 ans, et c'est un frein absolument majeur parce que près de 75% des plus de 50 ans qui sont à la recherche actuellement d'un emploi ont déjà vécu directement cette difficulté liée à leur âge. Il y a ensuite la santé, dans des proportions d'à peu près un quart des demandeurs d'emploi qui se sont retrouvés vraiment freinés et face à cet obstacle. Et puis enfin, la situation familiale dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, c'est le premier frein en termes de perception pour tous, il fait l'unanimité. Et en termes de situation vécue, on est à peu près également à 25%. Tout ça nous montre en fait à quel point, ça peut paraître surprenant de le dire comme ça, mais accéder à l'emploi a parfois un coût. Et ce coût, tout le monde ne peut pas le financer. Joanne, justement, je suis désolé, c'est difficile de rebondir parce que c'est assez triste, effectivement, ce dont on parle aujourd'hui. Mais est-ce que vous aussi, vous vous attendiez à ça, 7 Français sur 10 qui ont dû renoncer à un emploi à cause d'un de ces freins? C'est quand même un constat d'échec collectif. Oui, alors c'est vrai que sur l'ampleur, on le constate et on n'était pas sûr de ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on est arrivé avec cette réforme et le fait de faire France Travail pour se dire que le trop jeune, trop vieux, trop d'ici, trop de là, pas assez avec ceci, pas avec cela, c'est quelque chose qui était massif et qu'on ne voulait plus. Qu'on voulait ouvrir les perspectives à la fois des personnes, on parle beaucoup des demandeurs d'emploi, mais aussi des recruteurs. Leur ouvrir l'esprit sur le fait de se dire que, eh bien, s'ouvrir à différents profils, c'est une richesse. Parfois, considérer que la personne, elle a peut-être besoin d'un accompagnement et peut-être finalement de lui donner des facilités de logement, il y en a qui le font, des facilités de mobilité, aussi parfois des facilités de compétences, en lui disant que une formation sera accompagnée notamment sur la langue française pour les étrangers ou pour l'illettrisme sur les savoirs de base. C'est comment s'ouvrir pour se dire qu'il y a des profils qui, en fait, au-delà du frein qui pourrait les empêcher a priori d'exercer un emploi, en fait, si on les accompagne, si on passe au-delà, on aura un super profil et on aura un super recrutement. Et ça, c'est tout l'enjeu qu'on a, d'aider les demandeurs d'emploi, mais aussi d'ouvrir l'esprit des recruteurs. Oui, parce que c'est vrai que Laurence évoquait l'âge. Effectivement, l'employeur avait projeté que son ou sa recruté aurait 28 ans. Il se retrouve face à 53 ans, quelqu'un qui est très motivé, de dire en fait, c'est pas grave. Et ça va plutôt bien se passer. Laurence a beaucoup insisté sur les questions de mobilité. On voit à quel point ça peut vraiment être. Enfin, c'est le fléau majeur. Chez France Travail, c'est pas vous qui pouvez, d'un coup de baguette magique, créer des transports en commun. En revanche, effectivement, vous pouvez jouer sur les côtés du permis de conduire, peut-être aussi essayer de faire du covoiturage, enfin des solutions comme ça un petit peu intelligentes pour ramener. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors c'est vrai que ce qui est paradoxal sur ce sujet-là, c'est que c'est la contrainte la plus ressentie et vécue par les personnes, mais c'est aussi une des contraintes sur lesquelles il y a le plus d'initiatives. Par exemple, nous, on a recensé plus de 700 aides au permis en France, sur le portail Mes Aides, et on n'est pas encore à l'exhaustivité. Des garages solidaires, du leasing social, en fait des solutions de mobilité solidaire, il y en a. Maintenant, c'est la capacité aussi à la personne de pouvoir s'y retrouver. C'est pas si simple de trouver des solutions. C'est pas si simple de trouver les deniers, de se dire voilà, je vais mobiliser l'aide de ma commune, puis en complément celle de la région. Si ça fonctionne pas, je vais aller voir mon CPF ou je vais aller voir l'aide France Travail. C'est très compliqué pour des personnes qui sont souvent dans des difficultés autres. La mobilité, en fait, c'est la conséquence souvent d'une situation beaucoup plus précaire. Quand il n'y a que la mobilité, j'ai envie de dire, c'est un sujet d'appui financier. La question se règle, c'est le cas de beaucoup de jeunes qui, une fois qu'ils ont le permis, n'ont plus de problème de mobilité. Mais en réalité, c'est cumulatif. C'est des difficultés à se retrouver dans leur accès aux droits, c'est des difficultés à se projeter hors de leur domicile. Et donc, c'est beaucoup plus profond que ça. Maintenant, on a des solutions. L'enjeu de France Travail, c'est de pouvoir donner accès à ces solutions. D'une part, donc d'être beaucoup plus clair sur l'étendue des possibilités pour les demandeurs d'emploi sur un territoire, mais c'est aussi susciter la création de solutions, quand finalement, parce que c'est le cas dans certains territoires, il n'y a pas assez pour couvrir le besoin. Donc c'est comment collectivement on se met autour de la table avec
les collectivités territoriales, les partenaires du réseau pour l'emploi, les missions locales notamment. Comment on se met ensemble pour se dire que finalement, si on met chacun un petit peu au pot, si on avance collectivement, on va couvrir le besoin, surtout on ne va pas se marcher dessus et on va avancer sur un sujet qui, une fois qu'il est traité, accélère largement le retour à l'emploi. En essayant de mutualiser pour arriver de 700 progressivement à une centaine d'aides, où ce serait pas mal quand même. Oui, alors, Non, c'est pas votre responsabilité, je vous jette pas la pierre, mais... non, effectivement. Après, nous, à minima, notre enjeu, c'est effectivement de simplifier la lisibilité des choses et permettre aux demandeurs d'emploi comme aux professionnels du réseau pour l'emploi d'y voir plus clair et de pouvoir conseiller les personnes qui, encore une fois, dans leur situation personnelle, n'ont pas toujours la faculté d'y voir clair dans un marasme pas simple. Une autre famille de freins citée par Laurent, c'était la question de la santé. Là encore, enfin, vous pouvez aiguiller les personnes vers les professionnels de santé pour faire soit de la prévention, soit les rendez-vous qu'elles n'ont pas pris. On pense en général à l'optique, on sait que ça peut aider pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire au-delà? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans vos agences? Les allocataires vous disent, bah, en fait, moi j'aimerais retrouver un emploi, mais ma santé ne me le permet pas. Oui, c'est assez massif, hein. C'est la deuxième difficulté qui est relevée dans nos données, hein. À peu près 30% des personnes déclarent une situation de santé qui viennent les limiter dans leur accès à l'emploi. Et c'est de tout ordre. Et c'est là où ça devient compliqué pour France Travail aussi, entre la difficulté par exemple, voilà, des problèmes de dentition, des problèmes de vision, etc., et des problèmes beaucoup plus difficiles à identifier quand France Travail n'est pas du tout un professionnel de santé et ne peut pas qualifier un problème de santé. Une personne qui montre des difficultés qui pourraient ressembler à de l'addiction, France Travail peut potentiellement le constater, mais a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'on a développé une offre de service qui vise finalement à renvoyer vers des professionnels de santé qui vont pouvoir évaluer la situation de santé et surtout l'impact sur le retour ou l'accès à l'emploi. Et à partir de ça, France Travail doit ajuster son accompagnement. On ne peut pas demander à une personne de répondre à des offres d'emploi si sa situation de santé ne lui permet pas. On ne peut pas lui demander de faire un travail qu'elle ne va pas pouvoir assumer parce que elle a des limitations dans cet exercice-là. Donc là, nous, cet enjeu, c'est de bien pouvoir comprendre ce qui va empêcher un certain nombre, soit tous les emplois, normalement, on l'espère momentanément, soit l'accès à certaines professions et donc ajuster notre accompagnement, nos propositions face à ça. Laurence, quand on parle de santé depuis tout à l'heure, on parle exclusivement de santé physique. Mais en fait, les deux sont liés, notamment parce qu'effectivement, quand nos problèmes de santé, de mobilité, d'âge ou autres font qu'on essuie un grand nombre de refus, ça influe sur notre santé mentale. Enfin, je veux dire, c'est très humain quand on reçoit tous ces mails, là, vous savez, impersonnalisés, en dépit de toutes les qualités que votre candidature, etc., nous sommes au regret de vous annoncer, et que vous n'avez pas un humain, ça finit par générer de la perte de confiance en soi, etc. Est-ce que vous arrivez à le quantifier? Comment est-ce que vous évaluez ce problème de santé mentale? Oui, aujourd'hui, on a 2 demandeurs d'emploi sur 3, d'abord qui expriment une grande fatigue psychologique. Hem, mais vous avez, je crois aussi, et le chiffre est moins important, mais il me paraît massif, un demandeur d'emploi sur 2 qui aujourd'hui doute de ses compétences et de sa capacité à être à la hauteur de ce qui est attendu de lui. Ça a 2 effets. D'abord, effectivement, une santé mentale qui est fragilisée, mais ça a aussi l'effet que de produire une forme d'autocensure face à certains postes. Le poste dont vous avez envie, celui dont vous auriez été convaincu 6 mois plus tôt qu'il était fait pour vous, tout d'un coup, il vous semble hors de portée. Donc cette santé mentale qui est fragilisée, qui est attaquée, c'est une conséquence directe d'une recherche d'emploi qui est parfois semée d'embûches, mais ça devient un frein au retour à l'emploi. On est à nouveau dans ce cercle vicieux qui s'alimente de lui-même et qui peut produire à faire hésiter face aux opportunités parce qu'on se sent démonétisé et de ne plus valoir grand-chose et pas être capable de répondre aux attentes.
On va arriver vers des solutions plus positives à la fin, je suis sûr. Mais Johan, je sais qu'avec l'UNEDIC et l'Observatoire du bien-être, il y a eu une étude en 2025 sur ces questions de découragement et de manque de confiance. Comment les demandeurs d'emploi vivent-ils leur période de chômage? En s'appuyant sur les données du 6e volet du baromètre de l'UNEDIC, l'Observatoire du bien-être a publié en juin 2025 une étude qui confirme que les périodes de chômage ont des effets nocifs sur le bien-être général des demandeurs d'emploi, sur leur état émotionnel quotidien. Mais au-delà de la situation personnelle, le chômage dégrade les relations sociales, la confiance en soi, ainsi que la confiance dans les autres et dans les institutions, ce qui constitue autant de freins à la recherche d'emploi. Laurence vient de pointer le fait qu'un demandeur d'emploi sur deux doutait de ses compétences. Est-ce que c'est la même chose que vous observez? J'imagine que oui. Et comment est-ce que vous travaillez dessus? Comment est-ce qu'on redonne confiance? Oui. Alors c'est vrai que je distinguerais finalement la santé mentale dans une acception médicale du terme, et puis ce qu'on évoque là, qui est finalement la perte de confiance à l'aune d'une situation de rupture à l'emploi ou aussi d'une précarisation, des freins, etc., qui font que finalement, au plus on se retrouve euh, éloigné de l'emploi, au plus on s'en éloigne, tout simplement. Et tout notre enjeu, effectivement, c'est de se dire bah, que il faut pas renoncer. Que, l'enjeu, c'est qu'effectivement, pour nous, nul n'est inemployable, hein. J'exagère un peu sur cette maxime qui est pas complètement vraie et qui est effectivement, chacun doit pouvoir avoir confiance en lui parce que la confiance en soi, c'est aussi une des bases du recrutement et que c'est en ayant confiance en ses capacités et bah, que finalement, on minimise aussi son incapacité et qu'on passe au-delà. Donc, France Travail a un rôle majeur dans tout ça. On a des solutions qui viennent valoriser la confiance en soi, qui travaillent sur ce qu'on appelle les soft skills pour pouvoir aussi finalement simplement valoriser ses atouts et bien se comporter, paraître confiant, même si parfois on manque de confiance. Mais c'est aussi s'appuyer sur des acteurs de terrain, par exemple la Cravate Solidaire, qui fait un travail formidable. Justement, vous parliez des tenues. Alors, c'est des tenues professionnelles, mais là, c'est pour aller à un entretien, simplement avoir une jolie photo sur un CV, avoir un costume, des chaussures, pour se dire. Vous m'avez dit qu'il manquait de chaussures. On va Absolument, mettre un lien sous la description de l'émission pour pouvoir envoyer ces chaussures et les offrir. Ouais. absolument. Des chaussures hommes, des chaussures femmes, il y en a, mais des chaussures hommes, il en manque. Et globalement, il manque de vêtements de qualité pour que les personnes qui ne sont pas en capacité de pouvoir se les fournir, parce que c'est pas si simple de pouvoir se fournir des vêtements de qualité, finalement, voilà, se sentent un peu mieux habillés. Et avec ça, sur l'image qu'ils ont, reprendre confiance en eux et puis aller devant un recruteur, parce que souvent, effectivement, on se met des barrières. On dit que puisque ça n'a pas été possible une fois, deux fois, X fois, ça ne l'est plus. Et nous, effectivement, c'est tout ça qu'on veut combattre et aller de l'avant. Une question pour vous deux, parce que c'est vrai que si je prends cet exemple de la cravate solidaire, on voit que c'est pas fou ce qu'il faudrait pour réussir à changer ses freins. Parce qu'évidemment, au-delà du don symbolique des chaussures, du costume ou du tailleur, on en profite pour avoir quelqu'un qui est dans l'emploi, en général un cadre, et qui vous donne quelques conseils pour réussir un entretien et qui vous disent que vous avez perdu l'habitude d'entendre, à savoir que vous êtes magnifique, vous êtes compétent et vous allez y arriver. En fait, ça demande pas grand-chose, non? Ça demande, peut-être, à répondre aussi quand on envoie des candidatures et qu'on n'a même pas un refus, mais une absence de réponse. Mm. À répondre, de façon peut-être moins, industrialisée lorsque l'on répond par un refus. C'est évidemment très, complexe, de gérer le volume, le nombre et cetera de la part des recruteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette dépersonnalisation, de la relation au moment de la candidature et éventuellement des échanges, qui suivent, quand ils se concrétisent malheureusement par un refus, c'est quelque chose qui touche énormément. On l'a beaucoup lu dans les verbatims. Tous les refus n'ont pas le même impact. Alors justement, donc on arrive vers la fin, on voit que tous les refus n'ont pas le même impact et c'est un peu ce qu'on a essayé d'expliquer depuis le début de l'émission. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont demandeurs d'emploi sont vraiment persuadées qu'elles arriveront beaucoup moins que les autres à retrouver un emploi. Je vous donne la tablette à tous les deux. Pour vous qui nous suivez, vous avez les chiffres qui s'affichent. On peut prendre par exemple le fait que d'être dans une situation financière tendue donne 19 points d'écart entre les actifs et les demandeurs d'emploi. Je ne sais pas, vous deux, est-ce qu'il y a un de ces chiffres qui vous fait sursauter? D'abord, Laurence, est-ce que vous êtes surprise de l'ampleur de ces écarts de perception? Alors, pas tellement, À nouveau. mais à nouveau, Non, non, mais pourquoi? Hem,
D'abord, je ne voudrais pas, par l'écart, qu'on essaie d'isoler finalement et puis d'opposer l'un contre l'autre, les actifs en emploi, les demandeurs d'emploi. Je crois plus simplement que l'écart se joue sur une forme d'invisibilisation et de sous-estimation d'une situation tant qu'on ne l'a pas vécue. Pardon, ça paraît de l'ordre de l'évidence, mais tant qu'on est en bonne santé, on n'évalue pas toujours très, très bien à quel point ça a de la valeur, hein. Heu Ça paraît un peu simpliste de voir les choses de cette façon, mais on constate que les écarts se jouent beaucoup sur ce type, de situation et que, mis à part ces situations tellement évidentes qu'elles font l'unanimité, comme le fait de ne pas pouvoir faire garder ses enfants, la question d'avoir une difficulté de santé quand on est à la recherche d'un emploi, eh ben, elle est beaucoup plus présente parmi les demandeurs d'emploi et perçue comme frein que parmi les actifs en emploi. Est-ce tellement étonnant? Je suis pas sûre. Joanne, vous êtes d'accord avec ça? Après tout, bon, on tourne cette émission à Paris. C'est vrai qu'ici, il y a des transports en commun tous les 300 mètres. Si on nous demandait, ce serait pas forcément le premier frein qui nous viendrait en tête, juste parce qu'on ne le vit pas. C'est vrai que si on commence à se pencher sur la question, peut-être ça va venir plus vite. Mais Oui, et c'est vrai que, enfin, moi, si je reviens sur votre question qui était: «Qu'est-ce qui peut m'étonner?» Pas tant, et je rejoins les propos qui viennent d'être dits. En revanche, il y a quelque chose d'assez intéressant sur l'écart le plus prononcé, qui est celui sur la situation financière. ouais, c'est Et en 19 fait points, hein. et en fait, c'est vrai qu'on revient à cette idée du serpent qui se mord la queue, de se dire que, bah, l'emploi, c'est une solution potentielle contre la précarité financière. Quand on en a un, on se dit que finalement, bah, ne pas avoir d'emploi, bah, c'est la raison de la précarité financière, peut-être. Or, c'est plus nuancé que ça, et quand on est en fait dans une situation de précarité financière, eh bien, potentiellement, on ne peut pas se mouvoir, on ne peut pas avoir de transport, on ne peut pas s'habiller, on peut peut-être pas se loger. Et du coup, c'est là où, en fait, on a une perception beaucoup plus importante de ce frein quand on le vit que quand finalement on l'a plus ou moins dépassé parce qu'on est en emploi. J'ai senti à travers les verbatims une forme d'incompréhension, parmi les actifs en emploi, de ce que pouvait être le frein d'une situation financière difficile pour retourner vers l'emploi. Heu, presque, enfin, quel est le rapport? Puisque justement l'emploi, c'est la solution, exactement ce que vous disiez à l'instant. Ça peut être parce qu'on a été conditionné d'années de propagande démontée par les associations, par France Travail, et cetera, qui est qu'on vivrait mieux, au chômage plutôt que d'avoir un emploi. Ça a été 1000 fois débunké, donc je reviens même pas dessus, mais on nous l'a dit. Alors, très certainement, ça y participe, mais je pense aussi très simplement que le lien n'est pas établi spontanément sur le financement d'une mobilité, parce que dans la plupart des grands centres urbains, qui pèsent lourd, hein, d'un point de vue démographique, effectivement, c'est un coût qui est pris en charge en partie par l'employeur, donc qui disparaît, qui devient pas invisible, mais pas loin, et puis surtout qui sous-estime le fait que la voiture peut être, dans beaucoup de régions de France, un incontournable. Sans voiture, pas de mobilité, pas pour se rendre facilement d'un point A à un point B, et le lien avec la situation financière, la capacité de financement est pas naturellement établi. Pour terminer tout à fait cette émission, justement, je voudrais revenir sur les efforts que les demandeurs d'emploi sont prêts, à consentir pour retrouver un emploi par rapport à ce dont on vient de parler. Donc comme on parlait justement de la situation, financière tendue, moi, c'est le chiffre qui m'a le plus surpris en lisant ce baromètre, Lance Bedos, c'est que, il y a 2 demandeurs d'emploi sur 3, oui, c'est non, 1 sur 2, pardon, qui est prêt à accepter une rémunération inférieure de 520 € par mois en moyenne. Il faut rappeler que le salaire médian est un petit peu au-dessus de 2 200 €, donc donc si voilà, on imagine, c'est pas une concession, c'est quasiment une amputation, c'est un renoncement, enfin C'est un c'est renoncement. ouais. À ce stade, ça n'est plus une concession, c'est un renoncement. Et on entend pourtant effectivement beaucoup que les chômeurs n'en font pas assez des concessions. Hem, alors, sur ce sujet, 520 €, c'est presque, un tiers de SMIC, et 520 €, concrètement, ça signifie changer sa façon de vivre. Une des grandes peurs dans notre pays, c'est le déclassement. 500 €, c'est une forme de déclassement. Donc effectivement, je vous rejoins, on dépasse, le stade des concessions. Mais j'ajoute en plus à cette concession faite sur la rémunération, une liste très longue d'efforts auxquels la plupart des demandeurs d'emploi sont aujourd'hui prêts. C'est prendre un contrat à durée déterminée. On sait le frein, en termes de vie personnelle que ça peut représenter, mais là, la question ne se pose presque même plus. Ils sont plus de 80 à être prêts à prendre un CDD.
C'est la question du temps partiel, c'est la question d'horaire de travail décalé. C'est aussi le fait de considérer de prendre un emploi totalement sous-qualifié par rapport à ses compétences réelles. Donc les concessions, elles sont nombreuses et elles montrent bien à quel point l'emploi n'est pas un effort, mais bien une envie, un besoin essentiel, évidemment, mais une envie réelle que de retourner à l'emploi. Joanne pour terminer, effectivement, vous, votre regard, sur, cette alors moi je dis amputation, Laurence dit renoncement de 520 € et puis comme on a beaucoup parlé de mobilité, ce que fait ressortir l'enquête aussi, c'est que les demandeurs d'emploi sont prêts à augmenter leur temps de trajet quotidien de 48 minutes, c'est ça, par jour? Là aussi, c'est énorme, donc ça va dans le sens de ce que disait Laurence, de l'envie, il y en a beaucoup, quoi. Oui, effectivement, et c'est vrai que nous, c'est notre conviction, hein, c'est que les personnes ne manquent pas de motivation. Alors parfois, la flemme, elle peut arriver au début. Les premières semaines, on a eu une expérience passée qui s'est pas très bien passée, on a besoin de se reposer, mais ça dure pas. En réalité, le chômage n'amène pas de vacances. Le chômage amène de la précarisation et de l'éloignement. Et effectivement, une activité professionnelle, c'est de la socialisation, c'est de la confiance en soi, c'est de l'épanouissement. Euh, Parfois, pas toujours, parfois c'est plus compliqué, mais effectivement, c'est l'enjeu. Et effectivement, beaucoup de personnes sont prêtes à renoncer à beaucoup, renoncer financièrement, mais aussi à faire beaucoup d'efforts au quotidien pour accéder à l'emploi. Maintenant, notre sujet, c'est de se dire que il ne faut pas que ce soit au prix d'une entrée-sortie dans le chômage. Et donc, tout notre enjeu, c'est aussi de travailler sur de l'emploi durable. En disant que parfois, les personnes vont renoncer, mais la réalité va les rattraper. Et du coup, voilà, c'est des contrats courts, c'est des situations qui, finalement, renoncer à 600 €, après, ça devient difficile pour payer son essence, etc. Et donc, tout notre enjeu, c'est d'éviter les entrées-sorties et de s'assurer d'un emploi durable pour une pérennisation de la situation. Bah, écoutez, merci infiniment à tous les 2. Merci à toutes et tous qui nous avaient suivis. On va glisser le lien du baromètre, en commentaire et ce qu'on aura bien compris avec vous 2, c'est qu'individuellement, les demandeurs d'emploi ont énormément d'envie, mais ils font face, à des freins qui sont majeurs, mais que collectivement, que ce soit du côté des demandeurs d'emploi en changeant leurs pratiques et des pouvoirs publics, on a tous le pouvoir d'agir, donc reste à prendre notre part. Merci beaucoup. Merci. Merci.